Dans l'épisode précédent, on a vu à quel point le ratopnu avait des capacités extraordinaires. Mais j'ai sciemment évité le sujet de leur mode de vie. Oui, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comme je vous le disais, les ratopnus sont des rongeurs qui vivent en Afrique de l'Est. Ils creusent de grandes galeries souterraines dont ils ne sortent presque jamais. Mais ce ne sont pas des animaux solitaires, loin de là. Les ratopnus vivent en colonies de 20 à 300 individus et pour abriter tout ce petit monde, les galeries peuvent s'étendre sur une très grande surface, jusqu'à l'équivalent de 6 terrains de football. Pour vivre tous ensemble, les ratopnus ont opté pour une organisation très particulière, assez inédite pour des mammifères. En fait, ils sont même les seuls avec les ratopes de Damara à avoir une telle organisation. En effet, les ratopnus sont des animaux eusociaux, c'est-à-dire que la colonie a à peu près le même fonctionnement que celle des fourmis, des termites ou des abeilles. Vous vous souvenez quand je vous disais que ces animaux pouvaient faire de 8 à 30 cm et de 30 à 80 grammes? C'est quand même assez large comme fourchette. Eh bien, c'est parce que tout dépend d'où se placent les individus dans la hiérarchie. Et évidemment, le plus gros spécimen, c'est la reine reproductrice. Oui, parce que dans la colonie, il n'y a qu'une seule femelle qui se charge de la reproduction avec 2 ou 3 mâles reproducteurs. Dans la nature, une reine ratopnue a généralement une portée de 3 à 28 individus par an. Des petits qui deviendront soldats, nourrices ou ouvrières. Différents rôles qui ne sont pas toujours fixes. Dans sa vie, un ratopnu pourra parfois occuper différents postes. Dans tous les cas, ils sont au service de Sa Majesté. Mais comment fait la reine pour maintenir son autorité sur sa nombreuse descendance? Oui, parce que du coup, ils ont tous la même mère. Y compris les mâles reproducteurs. Là, je laisse un petit silence pour que vous compreniez qu'en fait, elle se reproduit avec ses propres fils. Au mieux avec ses frères si la reine change, mais ça reste une histoire de famille. Donc la grande question, c'est comment la reine règne en maître sur ces sujets. Parce qu'il faut savoir quelque chose. La comparaison entre les ratopnus et les fourmis, par exemple, est plutôt juste, entre la reine, seule garante de la reproduction, et les différentes castes. Sauf que déjà, les fourmis, quand elles ont une mission, elles s'en chargent toute leur vie, alors que, comme je le disais plus tôt, les ratopnus peuvent avoir plusieurs rôles tout au long de leur vie. Mais surtout, chez les fourmis, à part la reine et les mâles reproducteurs, dont l'existence reste très ponctuelle dans le fonctionnement de la fourmilière, toutes les autres sont des femelles stériles. Alors que chez les ratopnus, il y a des mâles et des femelles, et ils sont en théorie tout à fait capables de se reproduire aussi. Simplement, leur instinct de reproduction est totalement inhibé par le despotisme de la reine. En fait, on peut clairement dire qu'elle est la définition même de la mère castratrice. Ce mécanisme d'inhibition passe par plusieurs choses. Déjà, la reine passe une grande partie de son temps à arpenter les galeries étroites de la colonie pour y déposer son urine et bien rappeler à tout le monde qui est la patronne. Couplé à ça, les dominés sont stressés en permanence car elle les bouscule et les maltraite. Ainsi, les autres membres de la colonie sont maintenus dans leur état de servitude, autant dans leur comportement que morphologiquement, car ils restent de petite taille et leurs gonades, leurs organes reproducteurs, sont sous-développés. Avec un tel caïd dans le coin, c'est clairement pas le moment d'aller batifoler dans les galeries avec ses frères et sœurs. Ils n'y pensent même pas du coup, comme le montre leur cerveau. En effet, les scientifiques ont fait une découverte fascinante. Oui, encore une. Chez les mammifères, le cerveau est sexuellement dimorphe, c'est-à-dire que le cerveau peut présenter des différences anatomiques et chimiques selon le sexe de l'individu. C'est comme ça chez tous les mammifères, sauf chez le ratopnu. Il y a bien un dimorphisme, seulement il n'est pas déterminé par le sexe, mais par la caste. Et plus précisément, il y a une différence entre les cerveaux des dominants, à savoir la reine et les mâles reproducteurs, et les dominés, donc tous les autres. Chez les dominants, les régions cérébrales qui déterminent les comportements de reproduction sont surdéveloppées. Ils sont donc plus tournés vers le sexe. Tandis que les subordonnés présentent un cerveau plus tourné vers les tâches quotidiennes. Malgré cela, certaines femelles dominées montrent des signes de maternité quand la reine vient de mettre bas. Pourtant, elles n'ont jamais eu de petits elles-mêmes, et cela n'arrivera sans doute jamais. Mais elles s'occupent quand même des nouveau-nés, répondent à leurs sollicitations et prennent soin d'eux comme s'ils étaient leurs propres petits. En analysant leurs excréments, les chercheurs ont pu constater une augmentation d'estradiol, une forme particulière d'œstrogène, une hormone femelle. Mais tout cela peut-il bien provenir ? Eh bien tout simplement du caca royal. Et oui, parce que les ratopnus adorent le caca. Dès leur plus jeune âge, les petits en mangent pour faire leur microbiote intestinal, mais une fois adultes, ils continuent de le faire pour maximiser l'apport de nutriments que leur donne leur nourriture composée principalement de tubercules et racines qu'ils trouvent en creusant leur galerie. Après tout, quoi de mieux qu'un deuxième passage dans le système digestif pour profiter de la moindre miette de ce festin?
Les déjections de la reine ne font pas exception à la règle, mais quand elle vient de mettre bas, son organisme présente de forts taux d'hormones femelles qui par la suite se retrouvent dans ses selles. En les consommant, les femelles dominées vont à leur tour avoir de ces hormones dans leur organisme, ce qui déclenchera chez elles un comportement maternel qui les poussera à s'occuper de ses petits frères et petites sœurs. Donc, non seulement la reine est une mère exécrable avec sa descendance, mais en plus, elle délègue leurs soins dès leur naissance à leur grande sœur. Ah bah bravo, c'est du joli. Bon, blague à part, c'est quand même ultra bien rodé cette affaire. Mais qu'est-ce qui se passe si la reine vient à mourir? Oui, parce qu'au bout d'un moment, ça finit bien par arriver. Eh bien, la pression exercée par la reine est levée, et les individus dominés se sentent pousser des ailes. Enfin, ils se sentent pousser des gonades plutôt. Leur instinct de reproduction se réveille, et certaines femelles vont convoiter le trône laissé vacant. Et là, la succession ne va pas se faire de manière très démocratique. C'est la loi de la plus forte. Les femelles vont livrer une bataille violente, souvent mortelle, à coups d'incisives. Suite à ça, une nouvelle reine prend ses fonctions et va séduire ses mâles préférés, parfois ses propres frères donc, pour engendrer les prochaines générations. Libérée de la pression inhibitrice de sa mère castratrice, sa morphologie va changer. Elle va grandir. Et ça aussi c'est fou, parce que normalement, une fois adultes, les mammifères ne grandissent plus. Mais bon, avec les ratopnus, on n'est plus à ça près niveau originalité. L'organisation de son cerveau va alors changer, passant de l'anatomie des dominés à celle des dominants, plus dévolus à la reproduction qu'aux tâches quotidiennes. Et ça sera reparti pour 20 ans, voire plus, d'un règne despotique. Pouh. Eh bien, il y a tant de choses à dire sur ce petit rongeur africain, qui l'eût cru? Et encore, ça c'est ce qu'on sait de lui aujourd'hui. Qui sait ce que l'on découvrira dans le futur? Il est clair que les recherches sur lui peuvent beaucoup nous apporter, ne serait-ce qu'en médecine. J'espère juste qu'ils vont pas découvrir que finalement, le secret de la longévité, c'est de manger du caca, parce que franchement, je suis pas prête. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aussi vous connaissez des animaux qui ont des capacités extraordinaires, partagez-le avec nous dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va arriver par la suite. À bientôt!